Voilà donc nous parlons aujourd'hui de ce sujet que vous attendiez depuis longtemps. Nous sommes dans la période des examens de fin d'année, de la proclamation des résultats. Certains connaissent déjà leurs résultats. Il y a des pleurs, il y a des rires, des joies un peu partout. Mais lorsque ça ne se passe pas bien, lorsque l'enfant échoue, on pense qu'il est le seul responsable à qui il faut en imputer justement toutes les charges de cet insuccès. Est-ce qu'il faut considérer l'échec de cette façon? Quels sont les autres facteurs? Eh bien, Jennifer, nos invités, ils sont là. Ils sont déjà autour de cette table. Nous recevons un professeur titulaire des universités du CAMES, également psychopédagogue. Bonjour, monsieur Jean-Claude Roumenou. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. En face de vous, un autre professeur que je vais laisser représenter. Un autre enseignant, un autre psychopédagogue. Oui. Il est directeur fondateur d'école. Il s'appelle Olivier Santos. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour partager avec nous vos réflexions par rapport à ce sujet assez délicat, puisque vous avez dans votre école des apprenants qui vont à l'examen. Il y en a qui réussissent, il y en a qui échouent également. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. C'est avec plaisir que j'accepte votre invitation. Je suis là et je suis prêt à répondre à cette préoccupation. Merci Absolument. beaucoup. Merci. Et Rob, nous aurons au téléphone un ancien candidat malheureux, quelqu'un qui est allé 4 fois à l'examen aujourd'hui. Comment est-ce qu'il vit cette période? Est-ce qu'il a réussi? Donc, il aura à nous partager son témoignage et on verra un peu ce qu'on peut en tirer. Absolument, nous allons tirer beaucoup de son témoignage, avoir le courage de passer 4 fois un même examen. Eh bien, nous allons savoir quelles sont ses sources de motivation chaque fois quand il y va. Mais avant cela, Monsieur Santos, vous qui êtes promoteur d'établissement, vous avez des apprenants que vous formez durant toute une année scolaire, des parents qui s'échinent et qui les amènent, qui viennent les chercher. Et au bout du rouleau, on constate que l'enfant n'a pas échoué. Alors, qu'est-ce qui peut être la cause de cet échec à l'examen de l'enfant? Bon, en tant que pratiquant, je veux vous dire simplement quelque chose. Oui. Et en tant que chef d'établissement enseignant, il y a des résultats sur lesquels on ne doute pas. Et en bon enseignant, durant toute une année, tu peux déjà faire une prévision du taux de réussite des enfants dans ton établissement. Tu connais déjà ceux qui peuvent, quoi qu'il en soit, s'en sortir, ceux qui peuvent être bloqués. Et parfois, ceux qui peuvent être bloqués, il y a ce qu'on appelle le sursaut d'orgueil qui vient nous surprendre pour dire « vous me voyez en bas, mais je suis là et je réponds ». Mais tout ça, c'est managé parce qu'il y a le discours que vous leur tenez, le discours positif. Ça fait que ceux qui sont faibles, et au dernier moment, surprennent. Maintenant, ceux qui peuvent, ils sont vraiment capables, ils le font. Mais il y a encore des cas de surprise. Vous comptez sur eux, et la proclamation est là, et puis il n'y a pas leur nom. Justement, comment expliquer ça? Ah, voilà. Et il y a le mental. Il ne suffit pas seulement de donner les connaissances pour dire « je donne les connaissances ». Il y a le mental, les enfants qui sont faibles. Il aurait suffi qu'il y ait un petit changement ou un fait psychologique, ou bien que l'enfant ait subi ce que j'appelle un enseignement léger. L'enseignement léger, pour moi, c'est l'enseignement qui ne suit pas les étapes. On reste seulement à la phase de l'évaluation. On ne passe pas à l'enrichissement. On ne passe pas à on ne va pas à la consolidation. Tant qu'on va rester à haut niveau, au premier niveau, on ne peut jamais espérer de bons résultats. Et c'est ça qui fait que certains enfants, parce qu'ils ne sont pas les mêmes, il y en a qui ont besoin d'être plus touchés et qu'on les prenne en compte en tenant compte de leur capacité pour qu'ils puissent en sortir. Mais si vous les mélangez par rapport aux meilleurs, vous ne pouvez pas avoir de résultats. Ça fait que quand vous travaillez jusqu'à un moment donné de l'année, il faut que vous puissiez diviser cette classe-là en 3 au moins. Les bons, les très bons, vous les mettez de côté pour qu'ils ne soient pas retardés par les faibles. Il y a les moyens, on les met d'un côté et ceux qui sont faibles. Et on leur apporte ce dont ils ont besoin. Ça fait que le résultat à la fin de l'année est toujours satisfaisant. Donc c'est un travail de professionnel. Et tant qu'on n'aura pas fait ça,
Il y aura toujours un taux élevé d'échecs partout. Mais généralement, lorsque les enfants échouent, est-ce qu'il leur est facile d'accepter ce résultat? D'abord vis-à-vis de leurs camarades, ensuite vis-à-vis de leurs parents et de l'entourage. Comment perçoivent-ils cet échec-là? Non, c'est parfois un drame. Un drame. Un drame qu'il faut gérer avec l'enfant. Parce que je vais vous dire quelque chose, il y a eu un enfant qui a 8 de moyenne et qui, pendant un mois, je suis toujours dans leur classe et je discute avec eux, je donne des conseils. Mais le dernier jour, je l'ai libéré, le garçon allait me voir au bureau. Il me dit, directeur, je vais te faire un plaisir, je dois réussir. J'ai dit, d'accord. Et j'ai fermé mon poing, il a fermé son poing et on s'est cogné. Il est parti. Mais j'ai eu peur durant tout le temps. À un moment donné, j'ai appelé sa maman pour dire, ton enfant avec moi, on a échangé sur tel sujet. Et j'ai informé les parents. Mais quand les résultats, il y avait depuis avant-hier nuit, il fallait chercher les résultats, c'est son nom d'abord que j'ai cherché. S'il ne réussissait pas, je suis obligé de me déplacer pour aller dans la maison et dire aux parents de le surveiller. D'accord. De le surveiller. Mais heureusement, le nom est retrouvé. Super. Voilà. Donc ça, c'est une question un peu de préparation aussi. Voilà. Mais en ce qui concerne les réactions de ces candidats malheureux ou heureux, Monsieur Roumenou, est-ce que quelque part, ce n'est pas compte tenu des antécédents qu'il y avait déjà eu? Peut-être un enfant qui se dit, moi, je sais que je ne réussirai jamais. Et effectivement, le résultat est là. On ne sent pas vraiment de déception à son niveau. Peut-être une déception, mais pas un drame, comme l'a évoqué tout à l'heure, Monsieur le directeur. Oui, Madame Sativi, le cas que vous avez évoqué, qui est celui d'un apprenant qui était conscient de ses propres limites. Voilà, et qu'on traite souvent d'inconscient, justement. S'il était conscient de ses propres limites, bon, s'il échoue, il ne va pas en faire un drame. Par contre, celui qui était sûr de réussir, et sur lequel aussi bien ses enseignants, ses parents comptaient, les amis comptaient, et qu'il échoue, là, effectivement, ça peut devenir dramatique. Mais comment les suivre, chacun de ces cas-là? Et celui qui se repose sur ses lauriers en se disant « c'est fini, je n'ai aucune chance » et celui qui a été surpris, mais qui reçoit un coup? Oui, il faut gérer ça psychologiquement. Celui qui s'attendait à échouer, bon, c'est facile de lui expliquer qu'il n'était pas suffisamment préparé et qu'il doit reculer pour mieux sauter. Et donc, l'année où il doit reprendre, il doit redoubler d'efforts, essayer de combler ses lacunes. Bon, l'autre, on va essayer de l'amener à être humble, en lui disant, c'est pas la fin du monde. Pas la fin du monde. Et dans les examens, il y a aussi le facteur chance. Peut-être que ce jour-là, la chance n'était pas avec lui. Et donc, il aura l'occasion de réussir aussi. D'accord, mais malheureusement, ce n'est pas toujours ce qu'on constate au niveau des parents. Bon, les parents aussi, s'ils sont humbles, ils peuvent accepter que, bon, soit leur enfant n'avait pas été bien préparé, il n'a pas été suffisamment entraîné, et qu'il lui faut davantage de temps pour être au même niveau de compétence que ceux qui réussissent. D'accord. Ou alors, ils ont eux-mêmes un travail personnel à faire auprès de leur enfant qui avait peut-être la grosse tête pour dire que dans la vie, là, parfois, il faut être humble et accepter parfois les échecs. Et que ce n'est pas la fin du monde. On va voir si c'est aussi facile d'accepter les échecs et de comprendre que ce n'est pas la fin du monde. Nous avons en ligne un candidat qui a été 4 fois à un examen. Il a préféré garder l'anonymat, mais il a voulu partager avec nous son expérience. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bon, certainement. On va le retrouver après. Mais on continue. Vous avez dit tout à l'heure, professeur, qu'un candidat qui va à l'examen, on peut savoir déjà que celui-là, il peut réussir ou qu'il ne peut pas réussir. Alors, lorsqu'on sait, qu'il peut réussir et que finalement, il ne réussit pas, est-ce qu'il faut le rendre coupable de cet insuccès?
Oui, je crois que vous avez posé, disons, le problème que vous avez posé au début de notre échange, qui concerne l'identification des raisons de l'échec. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant, un élève échoue à l'examen? Bon, de mon point de vue, il y aurait peut-être à peine 10% des raisons que l'on pourrait imputer à l'enfant lui-même, quoi. 10%. Je vous assure. C'est-à-dire, on va dire, bon, il a paressé, il n'a pas suffisamment appris ses leçons, hein, peut-être il séchait les cours, hein, ou alors que, bon, il était limité intellectuellement au plan personnel, quoi, hein, qui n'était pas peut-être très intelligent. Hein? Encore que cela ne dépend pas de lui, ça dépend donc de ce dont il a hérité, quoi. Vous voyez. Donc la paresse, le fait de ne pas travailler suffisamment, le fait de ne pas être organisé, bon, voilà les raisons qu'on peut invoquer et qu'on peut attribuer à l'enfant, quoi. Mais pour le reste, je crois que la plupart des échecs vont s'expliquer par des facteurs extérieurs à l'enfant, des facteurs qui sont liés à l'institution scolaire, des facteurs qui sont liés au milieu socio-géographique dans lequel il a fréquenté, des facteurs qui sont liés à son environnement familial. Au Bénin, ici, quand on donne les résultats des examens, bon, et qu'on dit que, bon, un département comme la Takora ou bien la Liborie est dernier, ça n'étonnait pas. Parce que, bon, les enfants qui ont étudié dans ces départements-là avaient beaucoup de chances d'échouer. Ou bien ils couraient beaucoup de risques d'échouer. Bon, heureusement, cette année, c'est plutôt l'OME. Hein, quand on a donné les résultats du CEP et du BPC, on a vu que c'est l'OME qui est descendu. Vous voyez, donc, ça dépend du milieu où on a étudié. Il y a des milieux qui sont vraiment générateurs d'échecs, compte tenu de l'environnement culturel. Si le milieu n'est pas favorable aux études, si l'enfant ne voit pas autour de lui d'exemples de valorisation des études scolaires, hein, où bon, les parents même n'accordent pas visiblement d'importance aux études, bon, il ne va pas accorder beaucoup d'importance aux études. Et ça dit que dans ces environnements, il n'y a pas des enseignants qualifiés, des pédagogues. Je vais y venir. Oui. Je vais y venir, monsieur Akoinou. Donc, il y a l'influence du milieu géographique. Le milieu peut ne pas être incitatif. Ça, c'est vrai. Il y a l'effet établissement. Il y a des établissements où on réussit, des établissements où on échoue. Vous allez voir quand on va nous sortir le classement des établissements au Bénin, que ce soit au primaire ou au secondaire, vous allez voir. Vous allez voir qu'il y a des établissements qui ont donné de meilleurs résultats. Oui. Il y a des établissements qui donnent parfois 0%. Et on sanctionne leur directeur. Maintenant, vous avez parlé des enseignants. Bon, l'enfant peut avoir eu la malchance d'avoir un enseignant ou bien des enseignants qui n'avaient pas le bon profil, quoi. Dont le profil n'était pas adéquat, qui n'était pas pédagogiquement au point. Et il ne peut pas influencer positivement les élèves, au point donc d'obtenir des résultats très brillants, quoi. Hein? Donc il peut y avoir ce phénomène-là. Ou bien un collégien qui n'a pas de prof de français, et puis on a dit qu'il y a un professeur de géographie qui va lui faire français. Bon, n'attendez pas qu'il réussisse bien en français. Je vois donc qu'il peut y avoir un défaut de préparation dû à l'offre pédagogique des enseignants au profil inadéquat. Il y a des aspects managériaux dont M. Santos a parlé. Les directeurs, les proviseurs, quel est leur rôle? Si un proviseur lui-même il est incompétent, il ne sait pas motiver son personnel, il ne sait pas mettre ses enseignants au travail, il ne sait pas motiver ses apprenants, nous ne sommes pas étonnés que beaucoup de ces élèves échouent. Donc il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer l'échec. Il y a effectivement beaucoup de facteurs. Absolument. On a enfin notre anonyme en ligne. Voilà, notre anonyme, notre invité au téléphone, un ancien candidat malheureux, je dirais, qui aujourd'hui a certainement réussi et qui va un peu partager son expérience avec nous. Bonjour monsieur, vous êtes en ligne? Bonjour monsieur.
Bon. Ça ne passe toujours pas. Ça ne En passe tout cas, on va. toujours pas. C'est vrai, il faut rappeler qu'il essaie de nous rejoindre depuis les États-Unis. Absolument. Vous voyez, après 4 tentatives infructueuses, il se retrouve aux États-Unis. Voilà. Bon, il pourrait nous parler de son... Il est établi désormais. Tout à fait. Mais vous avez suivi, M. Santos, les raisons évoquées par le professeur tout à l'heure, et il a dit quelque chose qui moi, m'a surpris. Il dit des causes probables qui peuvent justifier l'échec d'un enfant, il n'y a qu'à peine 10% qu'on puisse attribuer à l'apprenant lui-même. Vous qui êtes au cœur de l'école avec des apprenants, est-ce que vous partagez la même réflexion? Est-ce que l'inverse ne peut-il pas se produire? Non, il ne peut pas avoir l'inverse. Et je suis d'accord avec le professeur Oumenou. Le taux peut être, là je ne sais quel calcul a été fait, mais le taux aussi, peut-être que si moi je vais dire quelque chose, peut-être 12% ou 15%. Nous sommes dans la même 20%. Très bien. Vous savez, ça part de quelque part. Oui. Et les 3 acteurs, il y a le groupe des parents, il y a et après l'enfant et l'enseignant. L'enfant vient d'une famille. Mais aujourd'hui, la famille, elle est quoi aujourd'hui? Elle est quoi, notre famille, nos familles? Très peu de parents aujourd'hui s'occupent de ces enfants. On les inscrit à l'école. Ils n'ont pas de fourniture scolaire. Ils rentrent quand ils veulent. Le parent ne connaît même pas l'emploi de son enfant. L'enfant vient, difficilement il copie les leçons. Il sort, il va là où il veut. Comment on peut espérer un résultat de cet enfant? Là, même si l'enfant se comporte de la sorte, ce n'est pas sa faute. C'est l'abandon, la démission des parents qui a provoqué ce comportement chez l'enfant. Autre chose, les enfants ont commencé par croire trop vite à la réussite d'une autre manière. Certains pas réussir et se préparer son avenir, mais réussir d'une autre manière. C'est-à-dire? Je vais vous donner un exemple, pour caricaturer. Un enfant de première qui dit à sa maman, mais laisse-moi faire ce que ce garçon en classe de 4e a fait pour avoir sa moto Genona. Un enfant de première qui dit à sa maman, mais laisse-moi faire ce que ce garçon-là a fait pour avoir sa moto. Qu'est-ce qu'il a fait? Là, c'est une question. Je ne sais pas. Mais il a fait quelque chose d'illégal pour avoir cette moto. La maman dit, moi je ne suis pas dedans. Si tu fais, on va t'arrêter. Oui, peut-être qu'il a volé. Peut-être non, aussi vous savez ce qui est courant. L'anarque. Voilà. Vous allez voir des jeunes de 18 ans avec de grosses voitures que même l'homme le plus épais n'a pas. Mais ils roulent comme ils veulent. Mais quand les jeunes voient ça, ils veulent aussi aller. En réalité, le modèle, c'est ce que je vois. Il y a une projection de mauvaises images au sein des enfants aujourd'hui qui fait que le désir, la volonté d'aller, de se battre, comme les anciens, les aînés faisaient, n'est plus tellement. Maintenant, nous avons un grand rôle à jouer. Dans des 20%, 10% revenant aux enfants, c'est toujours vrai. Même s'ils se comportent de la sorte, c'est toujours notre faute. Parce que quelqu'un doit être le régulateur, c'est l'enseignant. Il lui revient à lui de savoir quel type d'enfant il a avec lui en classe. Il faut faire attention. Si rien n'est fait, vous n'aurez rien comme résultat. Nous avons vraiment le devoir de nous reprendre sincèrement avec ce qui se passe dans l'avenir. Je vais aborder un aspect du professeur Oumenou. Il a parlé des coins, de l'environnement qui n'est pas favorable. À un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'il ne serait pas bon que nous cessions de parler d'examens nationaux que de parler d'examens locaux? C'est-à-dire, c'est quoi? Prenez Cotonou, les endroits où un peu il y a les facilités, leur donner c'est-à-dire proposer un autre instrument de mesure et proposer un autre instrument de mesure dans les zones reculées. Parce que quand on compare certaines zones déshéritées à Cotonou, et on dit qu'on les met sur la même liste, vous êtes les premiers, tel les autres. Je ne trouve pas ça. Non. Et c'est ça le système actuel refuse. Et je pense que c'est une belle préoccupation qui ferait même l'objet d'un sujet de thèse. Justement. Absolument. Mais vous savez, il y a un autre facteur. Oui. On l'a dit, hein, il y a des enfants sur lesquels on compte qu'ils vont réussir. Ils vont à l'examen, ils échouent. Et
on estime que c'est la correction qui a été mal faite. Est-ce que ce n'est pas là aussi une cause probable de ce que nous sommes en train de dénoncer? Non, il n'y a pas de mauvaise correction. Puisque c'est tout un système qui est mis en place pour corriger. Si vous êtes curieux pour aller chercher les copies, moi j'ai déjà tenté ça 3 fois. Mais on a tiré sur le poteau. L'enfant n'a rien fait de bon. On a vu que ce jour-là, l'enfant il a passé à côté. Et pourtant, il disait qu'il avait bien travaillé. Très bien. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Il aurait suffi. C'est les parents, hein, vous ne les verrez pas en début d'année ni au cours de l'année. Mais le jour de l'examen, c'est le parent là qui sort avec l'enfant et l'amène au centre d'examen. L'enfant n'est pas habitué à ça. Hein. On lui crée autre chose dans la tête. Ah oui, une pression. Ouais. Le jour là, c'est tout la veille même. Hein, c'est à la maison, il va à l'examen, il fait ceci, il fait cela. Et tout le monde. Vous savez, l'enfant n'est plus dans son état. Et on lui met un poids sur la tête. Et c'est avec ça, il transporte ça dans la salle d'examen. Il aurait suffi seulement que, le temps de réfléchir, qu'il rentre dans le défi que de façon indirecte, l'entourage est en train de lui lancer. Le vide là, l'amène dans le décor. Et il passe à côté. Allez fouiller. Il y a des parents qui, le jour-là, conduisent les enfants en retard dans le centre. Et puis, on commence par courir, par chercher. Dites-vous, les premières épreuves de cette matinée-là, à côté. Absolument. Il y a ce que moi je demande, l'école des parents. D'accord. Qu'il faut instaurer, sinon on ne peut pas aller loin. Oui. Préoccupation. Bon, ce n'est pas totalement erroné. Moi, j'ai parlé de facteurs institutionnels tout à l'heure. Le système d'évaluation peut être parfois inadéquat. Peut-être que la correction est bien faite. Oui. Mais il faut peut-être aller en amont. Est-ce que les épreuves qu'on a données pour évaluer les enfants étaient des épreuves valides? Est-ce que c'était des épreuves adéquates? Est-ce que ces épreuves-là n'ont pas dérouté l'enfant même le plus brillant? Est-ce que les épreuves étaient facilement lisibles? Est-ce que les enfants pouvaient comprendre facilement ce qu'on demandait à travers les épreuves? Mais c'est une commission qui étudie le choix. Il peut arriver que malgré la commission, l'épreuve soit inadéquate et déroute les apprenants et soit source d'échec. Mais si c'est cela, l'échec se sentira au niveau national. Même ça se sent et parfois, bon, on les instances... que cette année, les enfants n'ont pas soit travaillé en mathématiques et là, on pourrait... Quand cela arrive, les instances chargées d'organiser les examens savent quelles dispositions prendre pour ne pas peut-être trop pénaliser les élèves. Cela arrive de temps en temps. Bon, avant peut-être de continuer le débat, il faut quand même se réjouir que depuis 2 ou 3 ans, la tendance à l'échec est à la baisse chez nous au Bénin. On commence à avoir quand même des résultats plus positif. L'année dernière, on a eu plus de 50% au BPC. Alors qu'il y a 3 ans, 4 ans, c'était 16%, 28%. Ça veut dire que l'échec est en train de baisser. Bon, cette année, en 2021, on a eu près de 60% au BPC. Ça veut dire qu'on a eu que 40% d'échecs. C'est toujours énorme. Au CEP, près de 83% d'admis, donc 17% d'échecs. C'est quand même des échecs, il faut en parler. Mais il faut aussi se réjouir qu'il y a une tendance baissière de l'échec dans les examens nationaux. J'espère qu'il sera confirmé aussi par le baccalauréat. Absolument. Nous allons voir rapidement, en attendant de vous revenir à vous, les réactions de nos compatriotes aussi qui pensent que, les causes de ces échecs sont multiples. Ils vont nous parler des causes qu'ils connaissent. On les écoute. Déjà, à la maison, les parents ont certaines responsabilités vis-à-vis de l'enfant, d'accord, qu'ils doivent assumer. Si les parents assurent leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants, je crois que le reste qui revient aux enseignants à l'école, souvent les enseignants font leur travail. Si cette condition est remplie, ce que les parents aussi oublient un peu, tous les enfants, ça c'est un peu, quand on rentre un peu dans le monde spirituel, tous les enfants ne sont pas dédiés pour aller nécessairement à l'école. Le parent qui lit très vite cet aspect-là sur son enfant, sait déjà à quel niveau a mon enfant, déjà à ce niveau, si son sol, sa destinée n'est pas pour l'école, où est-ce que je vais le caser pour qu'il puisse continuer sa croissance.
Il y a aussi cet aspect-là qu'il faut voir. Quelqu'un qui échoue à un examen, on ne veut pas forcément dire qu'il est coupable. Il serait coupable à une seule condition, lui-même n'avait pas appris ses leçons. Soit il n'a pas appris ses cours, soit il a appris et peut-être, par exemple, sur le banc, c'est-à-dire à la dernière minute, il a eu quelques erreurs. Pour la correction des feuilles, bon, est-ce qu'on va dire que les correcteurs corrigent mal? Mais c'est rare. Mais parfois, pour reporter le nom, on reporte très mal. On ne sait pas si, vous savez, on est en Afrique et tout est possible. Donc, on ne sait pas si c'est dû à une erreur personnelle. On ne sait pas si c'est peut-être, il y a des trucs derrière l'enfant, on ne sait pas. Pour nous, la vision chrétienne de l'échec, ce n'est pas que il faut trouver des coupables. La vision chrétienne de l'échec, c'est juste une étape sur le parcours. Je crois que c'est ce que nous devons comprendre d'abord. Le premier qui échoue. Est-ce qu'on va dire que c'est les sorciers, c'est ceci? Non, tout de suite non. Mais on peut creuser par la suite. Et c'est ce que nous sommes en train de dire ici. On situe toutes les responsabilités et qu'on voit qu'il a échoué. Il doit avoir quelque part où il a failli. Maintenant, si nous sommes croyants, on peut dire que Dieu veut le préparer quand même à quelque chose peut-être de plus grand. Lorsque quelqu'un va à un examen, par exemple, et échoue, il peut s'agir d'une punition, de la transgression de certaines lois de la nature ou de certaines entités, ou bien lorsqu'il s'est fait initier à des cultes donnés, il a prêté serment, n'a pas tenu promesse, ou bien il a fait des promesses à une entité de lui faire des offrandes qu'il n'a pas honorées, l'entité peut saisir cette occasion pour frapper. Alors, il peut s'agir de ces comportements fautifs qui peuvent être source de punition, comme je l'ai dit, tout comme ils peuvent être source de malédiction. Il a déçu quelqu'un, il l'a offensé sérieusement, la dame est fâchée, peut-être qu'elle est d'un certain rang spirituel. Le simple fait de soupirer, peut-être 1 an ou 2 ans plus tôt, peut être à l'origine d'un échec que l'enfant enregistre un peu plus tard dans sa vie. Alors, il y a d'autres facteurs qui ne dépendent pas directement de lui, de son comportement, qui peuvent relever de son environnement, de ses géniteurs et même de sa famille. Lorsque, par exemple, un enfant doit subir les rituels de sortie d'enfant, et parce que les parents sont devenus chrétiens ou bien autre religion, ne l'ont pas exécuté, l'égrégore familial de l'enfant peut guetter cette occasion pour frapper. Il peut s'agir également là aussi d'une sorte de providence. Et je m'explique. Lorsque vous prenez la route pour vous rendre au centre de composition, vous passez par différents types de vibrations. Vous devez entendre dire que certains interdisent à leurs enfants de serrer la main à d'autres enfants. Le fait de côtoyer des gens qui vibrent négativement peut diminuer le taux vibratoire de celui qui est allé composer. Même la personne qui est assise à côté de lui sur son banc, puisqu'ils seront certainement dans un rayon de moins d'1 mètre, alors il y a échange d'énergie forcément pour s'équilibrer. Et lorsque l'autre vibre bas, ça peut nuire, hein, réduire, amenuiser les chances du candidat à réussir à l'examen. Voilà, on a entendu beaucoup de choses, hein, Monsieur Santos. Oui, votre réaction. Il y a eu de belles interventions, mais il y en a, bon, je ne vais pas dire qu'elles sont vilaines, mais elles sont aussi belles, parce que le preneur prendra. Mais je n'aimerais pas qu'on tienne ce discours devant des enfants, parce que c'est pour les pousser encore loin. Oui, quand on met tout dans la fatalité, c'est telle divinité, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Non, il faut, même si c'est ça, il faut que ça soit discuté à un niveau donné et que l'enfant prenne conscience de son échec. En réalité, l'échec n'est pas en soi une mauvaise chose. Si tu n'as pas pu, c'est que tu es tombé. Mais la difficulté, c'est que si tu ne te relèves pas, c'est là que tu es foutu. Mais si tu te reprends, c'est sûr, tu vas t'en sortir. Mais quand on va s'accrocher à certains propos que j'ai eu tout à l'heure dans les oreilles, je ne suis pas sûr qu'on puisse aller au loin. C'est vrai que ce sont des réalités. Oui, des réalités. Je comprends bien que les gens... Il ne faut pas attribuer à toutes
la situation Les situations, oui, de l'échec. Monsieur Roumenou, vous avez également suivi. Oui. Voilà. Oui. Bon, ce que mon collègue Santos déplore, c'est peut-être l'incursion sur le plan spirituel de la dame que nous avons écoutée en dernière position. En fait, bon, le mérite de sa position, c'est de dire que la préparation des examens aussi a un aspect spirituel. Il ne va pas suffire que l'enfant ait bien appris les leçons, qu'il a été suffisamment entraîné, qu'il fait beaucoup d'exercices, qu'il a même été premier en classe, tout ça là. Il faudrait aussi un accompagnement spirituel. Et nous sommes en Afrique, comme quelqu'un disait, les parents peuvent prier. C'est pour ça qu'on a écouté le prêtre. C'est sûr que c'est un directeur de collège ou d'école catholique. Ils ont l'habitude, à l'approche des examens, ils organisent donc des messes pour prier pour tous les candidats. Donc, chez certains protestants aussi, on fait ça. Ça peut aider. Ça peut aider. Ça permet donc de caler les vibrations négatives qui pourraient poursuivre l'enfant. D'accord, mais est-ce que ça n'aura pas l'effet contraire quand on leur dit, par exemple, lorsque vous sortez, vous pouvez rencontrer des énergies négatives? Non, bon, on ne va pas leur dire ça. Ça ne va pas créer une sorte de psychose? On ne va pas leur dire. Le parent peut interdire à son enfant de saluer. Dire, concentre-toi sur ton examen. Je ne te dis pas d'aller t'acoquiner avec les camarades. Non, non, non. Concentre-toi sur l'examen. C'est une manière d'appeler la concentration de l'enfant. Bon, en tout cas, il faut aussi un accompagnement spirituel. Monsieur Santos. Une parenthèse. Est-ce que le jour où l'enfant faisait ses devoirs, tous les devoirs, est-ce que le parent allait lui dire il y a énergie positive, énergie négative? Non, ce n'est pas le jour de l'examen. Moi, je ne suis pas contre, mais qu'on ne mette pas tout sur le jour de l'examen, que c'est ce jour-là qui est le jour où on doit décréter tout. L'enfant a un poids. Ne salue pas tel qu'un... Il a un ami avec qui ils sont souvent... Mais vous savez, ce sont des pratiques. On dit par exemple, on a appris qu'il y a certains enfants à qui on remet des potions, on dit recherche le meilleur de ta classe ou bien quelqu'un qui travaille bien, fais tout pour le saluer. Et comme ça, tu prends sa chance. Est-ce que ce n'est pas ce qu'elle était en train d'expliquer par là et qui amène beaucoup de parents d'ailleurs à interdire à leurs enfants, spécialement durant toute la période de composition, de ne pas saluer... Non, ce que je prends en compte dans les propos de la dame, c'est le côté traditionnel et le côté familial. Vous savez, très souvent chez nous, nous sommes les parents, disons, on est né sur quelque chose, et notre destin est lié à ça. Ce côté, je prends ça vraiment positivement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un ressentiment contre ces choses, il ne faut pas. Ça gêne. C'est possible, ça va gêner. Mais ce que je suis en train de ne pas vouloir, que tout ne se concentre pas sur l'enfant, le candidat, le jour de l'examen. Voilà. Les téléspectateurs aussi participent à cette émission et nous avons quelques messages que nous allons partager avec vous tout à l'heure, Jennifer. Oui, nous avons un premier message de Gisèle Dantinon qui nous dit « Il faut garder à l'esprit que nous avons toujours une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Le candidat est responsable de son échec. Les autres facteurs peuvent jouer dans l'échec. La santé au jour de l'examen n'est pas à exclure. On peut prendre toutes les dispositions et malgré tout, un malaise intervient, mettant le candidat en difficulté et il ne rend pas bien sur la copie ce qui lui est demandé. La peur et le stress sont des facteurs handicapant le candidat qui, sous l'émotion, perd ses moyens, etc. Si l'année académique ne s'est pas bien déroulée, il peut se retrouver devant une épreuve qu'il ne peut traiter, ou bien le niveau du candidat est très faible, ce n'est pas à la fin de l'année qu'on gère l'échec, tout comme le succès se prépare au début de l'année, il en est de même pour l'échec. Si on laisse le candidat s'amuser, on ne l'appuie pas dans les matières dans lesquelles il est faible, il faut s'attendre à l'échec. Comme le candidat fait son lit, comme il fera face aux examens. Les parents doivent
conscientiser le candidat en lui donnant les conseils et encadrements nécessaires pour le succès. Si malgré tout ça ne marche pas, il faut attirer l'attention du candidat sur le fait que l'échec n'est pas une fin en soi et qu'on peut rebondir et faire mieux prochainement. Voilà. Et il y a Madame Guézo Eponine qui nous a envoyé une vidéo pour expliquer la situation. Malheureusement, on ne pourra pas relayer cette vidéo. Mais il y a Dr Bilikis Talibou qui dit ceci. Bonjour à tous. L'échec n'est pas fatal. Le succès n'est pas final. C'est la volonté de continuer qui compte. Courage à tous les candidats qui ont échoué. 1. Oui, il y a une part de responsabilité, mais de plus en plus avec la pédagogie positive, le système doit s'adapter à l'apprenant. Les autres facteurs, le système éducatif lui-même, les méthodes pédagogiques d'enseignement tiennent compte-t-elles de l'apprenant? Surtout, la pédagogie différenciée est-elle appliquée? Nos classes sont remplies de diverses catégories d'apprenants. Si l'enseignant ne tient pas compte des diversités, il risque de léser une grande partie, surtout ceux dont la capacité de compréhension est lente. L'ergonomie scolaire, les salles de classe, le mobilier constituent un grand problème qui déstabilise beaucoup d'apprenants. Le problème de confiance et d'estime de soi, l'absence de psychologues scolaires pour suivre les apprenants qui, depuis la moule familiale, ont des problèmes. Beaucoup d'apprenants sont dans des familles monoparentales et qui, mal gérés, déstabilisent encore. Le problème de motivation, d'attention et aussi tout ce qui va avec tout ce que la technologie verse sur le marché, autant de réalités, lui montrer que l'année prochaine, il fera mieux, lui dire que le résultat vous affecte, mais que vous continuez par l'aimer. Voilà ce qu'il faut faire au cas où votre enfant échouerait à l'examen. Oui. Vous avez suivi également, professeur, les réactions de nos internautes qui ont participé. Oui, je trouve que ce sont des réactions tout à fait positives. Ouais. Ce qu'ils ont dit est pertinent. Ouais. Que ce soit la première dame, oui, que Mme Sativa a présentée, Dr Bilikis Talibou aussi. Absolument. Je crois qu'on est parfaitement d'accord. D'accord. Monsieur Santos, votre réaction par rapport à ce message? Par rapport à... je crois que le second, il n'est pas au pays. Hein. Oui, il est au pays. Il est au pays. Une dame que connaît très bien. Elle a fait de très bonnes propositions. Mais tout ça, c'est des accompagnements financiers. Et c'est aussi une volonté d'aller à ce... Vous avez parlé des enfants monoparentaux. Oui. Vous savez que ça va... oui. Si le ministère de la Famille veut, elle peut aller envoyer des gens sur le terrain, dans les écoles, pour te donner une statistique des enfants monoparentaux. Et on laisse ça souvent à la maman qui coupe pour lui donner à manger, mais le repas vit. Sinon, moi, un jour, j'étais dans mon lit, j'ai dit, est-ce qu'il ne serait pas bon qu'on sorte une loi pour réprimer si le papa vit et qu'il laisse la charge à la femme? Puisque nous sommes en train de constituer des petits voyous. Ça ne doit pas être leur faute, hein, mais c'est les conditions dans lesquelles on les met qui les conduiront là-bas. Mais Monsieur Santos, oui, vous savez, est-ce que c'est toujours la faute à certains parents? Lorsque le couple est ensemble, par exemple, et quand il y a incompatibilité d'humeur, les deux, quand ils se voient, c'est tout le temps la bagarre en présence de l'enfant. Est-ce que c'est bien de maintenir l'enfant dans cet environnement? Est-ce que cela n'aurait pas plus d'impact négatif sur lui, sur ses rendements scolaires, que si on les isolait dans le camp de la maman ou bien du papa? Je ne suis pas contre, je ne suis pas contre le fait que les parents se séparent. Mais nous avons tous une responsabilité. Chaque parent a un devoir. Que je sois proche ou que je sois loin, il faut que je puisse faire ce que je dois faire. Mais quand vous laissez le tout, puisque si vous sortez, si on doit fouiller, les causes des échecs aussi se trouvent à ce niveau. Parce que ça va... En crescendo, ça monte aujourd'hui, où des enfants n'ont plus un repère. Le repère, c'est la famille, c'est les parents. Il n'y a plus de repère. C'est peut-être une femme ou bien l'enfant avec un papa qui ne reste jamais à la maison. L'enfant aussi sort. Il a l'argent pour payer la scolarité.
Ils ont l'argent pour payer là où l'enfant il paye. Ça ne suffit pas. Mais c'est insignifiant. C'est insignifiant. Le reste à faire pour plus important pour l'avenir de cet enfant que l'argent qu'on prend pour vous payer. C'est des parents qui viennent d'un coup vous verser toute la scolarité. Mais le reste n'est pas suivi. Et la maman aussi, elle n'en a pas. Peut-être que c'est elle qui va courir jour et nuit, n'est pas à la maison. L'enfant est où en ce moment? Voilà les problèmes. Bon, on ne va pas insister là-dessus. L'échec est là. Et on constate. Mais pour le BPC, moi, j'aurais souhaité qu'un jour, qu'on atteigne 80%, comme on atteint aussi 80% pour le CEPE. Mais ça devient, même les étrangers disent que le BPC devient difficile. Si les enfants ne travaillent pas, il ne faut pas faire du favoritisme. Non, il n'y a pas de... Je suis contre le... Le professeur l'a dit tout à l'heure, les années antérieures, c'était moins que ça. Je suis contre le favoritisme. Je suis contre le favoritisme, M. Akoy. Je suis contre le favoritisme. Mais je vais vous souffler quelque chose. Si vous prenez la manière dont les résultats sont donnés au CEPE, c'est la règle des 3 cas qu'on applique. L'enfant qui est resté dans un système d'application de la règle de 3 cas et qui passe qu'il va au secondaire. Et au secondaire, on applique la règle des moyennes. De matière, je ne sais pas si le professeur me comprend. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une rupture là? Il n'y a pas, une rupture, il n'y a pas continuité dans ce qui est dit. Dans le système d'évaluation et de... Voilà. Donc vous auriez souhaité que la règle de 3 cas continue dans l'appréciation du Si c'est avec ça on a commencé, continuons avec. Puisque c'est l'approche par compétence, on a dit. Continuons avec. Mais les réalités au primaire ne sont pas celles du secondaire. L'enfant devient grand, donc il faut savoir qu'il y a... Alors, on peut retourner le système de moyenne au primaire aussi. On peut retourner encore pour qu'il y ait continuité par la suite. Nous sommes pratiquement à la fin du débat, donc nous allons demander votre avis, Monsieur déjà Santos, pour conclure ce débat. Mon avis, ce débat que vous avez organisé, ça rentre de plein pied dans mes voeux. Quand je vous ai eu au téléphone, je me dis, voilà quelque chose, si ça pouvait porter, ça va quand même toucher quelques acteurs. On a parlé des enseignants, on a parlé des parents d'élèves, tout ça. Je crois que... Si vous avez des conseils à donner Conseils à donner... Aux apprenants qui ont échoué, aux parents dont les enfants ont échoué, ils ont dit, écoute, j'ai payé la scolarité, j'ai donné l'argent de petit déjeuner, j'ai donné ton transport, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai payé les TD et tout cela est à l'eau. On voit l'enfant, on le lorgne, regardez-moi, quel conseil à donner? Oui, ce parent ne mérite pas d'être parent. Parce que s'il veut apprendre son enfant à affronter la vie, il doit pouvoir lui dire, c'est une étape. Tu peux reprendre. Mais si ça va devenir un conflit entre l'enfant et le parent, je crois que ça n'ira pas loin. Qui, dans la vie, en dehors même, on ne fait pas examen, on ne va pas à l'examen, on n'a pas de difficulté. Et ça s'apprend. Et les enfants qui échouent, je vais vous souffler ça. S'ils reprennent, ils sont plus forts que jamais. Ah oui, celui qui échoue et qui prend conscience l'année suivante, l'année réussie, il est plus fort que beaucoup d'élèves. Donc le parent doit comprendre. Et ça vous reviendra à vous, messieurs les journalistes, puisque j'aurais souhaité qu'en période des résultats, qu'il y ait des spots, qu'il y ait des informations que vous envoyez aux parents pour les ramener un peu au calme et ne pas vouloir compter le nombre de francs dépensés et comparer ça à l'échec. Et c'est ce que nous faisons déjà. Merci beaucoup. Monsieur Roumeno, pour conclure Madame ce débat. Sakivi, ce débat a révélé qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont derrière l'échec d'un apprenant. Et il y a certains facteurs qui sont liés à l'élève lui-même. Mais on a vu que la plupart des facteurs sont externes. Ça dépend du système éducatif, de l'établissement qu'on a fréquenté, des enseignants, du milieu dans lequel on étudie. De sorte qu'il va falloir qu'on agisse un peu à ces différents niveaux-là. Et que l'on renforce la formation des chefs d'établissement. On ne s'improvise pas chef d'établissement. Ils ont une grande responsabilité dans le succès des élèves de leur établissement. Donc, oui, le management. Donc, on doit les former davantage. Il faut qu'on améliore le profil pédagogique de nos enseignants et qu'on mette l'enseignant qu'il faut à la place qu'il faut. Qu'on ne demande pas à quelqu'un qui ne sait pas faire quelque chose d'aller faire ça parce qu'il n'y a pas
d'enseignants et que le système d'évaluation se perfectionne de plus en plus et que cette tendance à la réduction de l'échec se poursuive. C'est une bonne chose. Mais et que les milieux qui sont vraiment défavorables à la réussite, on puisse agir sur ces milieux-là. Les communautés, et qu'on fasse de la discrimination positive en leur faveur pour quand même relever le niveau de réussite dans ces milieux-là. Merci beaucoup, cher professeur Jean-Claude Roumenon. Je rappelle que vous êtes professeur titulaire des universités du CAMES, enseignant, chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, psychopédagogue. Merci de votre passage dans cette émission. Merci également à vous, monsieur Olivier Santos. Vous êtes directeur et fondateur d'écoles primaires et secondaires. Merci pour votre contribution.